Alors bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter André Harvey. Donc, il est conférencier, il est auteur, il a écrit beaucoup de livres sur le pardon, sur le bien-être. On va aborder le développement personnel. J'ai plein de questions à lui poser, donc suivez bien cette interview. Ça démarre tout de suite. Salut André. Salut bien, David. Tu vas bien? Très bien. Très, très heureux d'être ici et puis de parler à tous ces gens-là qui sont là. Ben, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir à se faire. Je crois aussi. Alors justement, qui es-tu? Oh là là là, qui es-tu? Écoute, ben, en gros, tu l'as bien dit, auteur, compositeur, interprète, 19 livres. Je suis en train d'écrire le 20e, une autobiographie. J'ai écrit 3 CD de chansons aussi. Oui, ce qui est particulier, c'est Ouais, que c'est pas un truc complètement à part, c'est que tu et chantes. totalement. C'est complètement en complément avec ce que je fais. Chaque conférence est saupoudrée de chansons comme Je te pardonne, mais j'oublie pas. J'ai des chansons sur l'accompagnement des mourants, même sur l'avortement, sur la mort, mais toujours de façon pour dédramatiser et beaucoup d'humour aussi, parce que c'est très important de traiter tous ces sujets-là avec humour. Donc, si je fais une conférence sur le pardon, ben, je vais faire ma chanson Je te pardonne, mais j'oublie pas. Et puis, on va flotter avec ça, mais pour moi, j'ai 30 chansons maintenant. Je peux traiter à peu près de tous les sujets en développement personnel, en guillemets. Et puis, ben, ça fait très complet. Ça fait très gai aussi. Parce que de parler aux gens avec une chanson, on ne va pas au niveau de la tête, on va directement au cœur. Alors, c'est avec ça que j'ai introduit toutes mes conférences avec Ah, des tu chansons. commences en chantant? Toujours avec, oui, il faut prendre le temps. Je peux en remercier les gens. J'ai une chanson, il faut prendre le temps avant qu'on pense n'en manquer. Et puis, ben, après ça, je fais chanter les gens. Et c'est parti. Ça ouvre les cœurs, les chansons. Donc, pour moi, c'est très important. Même qu'un jour, on m'a demandé de faire une conférence sans mes chansons. J'ai dit non. Moi, ça fait partie de tout. Et puis, ben, Pourquoi t'avais demandé sans tes chansons? bon, c'était quelqu'un qui était très sérieux, il voulait une conférence sérieuse. Il voulait que je parle de tel sujet, mais pas de chansons. Il voulait pas. Il ne voulait pas toi Mais en c'est fait. parce qu'il croyait que moi, je faisais des chansons populaires ou des chansons, mais non. Comme c'est vraiment toutes les chansons ont toutes des sujets particuliers sur soi-même, mais il ne savait pas. Mais finalement, il a accepté, puis il a vraiment pas regretté. Ok. Alors tiens, abordons, parce qu'il y a beaucoup de sujets sur lesquels tu avances, tu transmets. Parlons du pardon. Pour toi, Oui. comment est-ce qu'on fait pour pardonner quand on a vécu quelque chose de vraiment difficile? Parce que souvent j'entends, ouais, mais c'est simple de pardonner quand c'est un petit truc, mais bon, ouais, par exemple, la Mm. personne elle peut avoir été violée, il peut avoir eu Ouais. le fait d'avoir été battu, mais des fois c'est de la violence qui n'est même pas physique, ça peut être une violence verbale, Ah, c'est encore pire. ça peut être les parents qui ont dénigré en disant tu n'y arriveras pas, tu peux pas croire en tes rêves. Mm. Ça peut être un voisin qui a fait un coup à l'autre. Ouais. Comment est-ce qu'on fait pour pardonner? Avant même le comment, pourquoi pardonner? Alors, c'est ça. Pourquoi pardonner? C'est pour se libérer. J'ai une de mes chansons qui s'intitule Les 3 pas, où on fait 3 pas. Ça dit, tu fais 3 pas en avant dans la vie, puis après ça, tu fais 2 pas en arrière. 2 pas en arrière, c'est des choses que ça va pas bien, c'est une petite maladie, tu as du rejet. Et là, ou que tu restes dans la victime et que tu restes sur ces 2 pas-là, mais on remarquera qu'on est déjà avancé d'1 pas. Et après ça, tu fais un autre 3 pas. La vie te fait faire un autre 3 pas, 2 pas, 3 pas. Finalement, tu avances toujours avec 3 pas en avant, 2 pas en arrière et tu finis par traverser ta vie, traverser la salle en faisant ces pas-là en avant, en arrière. Les gens qui ne réussissent pas à pardonner, je vais expliquer c'est quoi exactement le pardon pour moi. C'est les gens qui font 2 pas en arrière et qui restent là. Donc, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas être heureux, tu ne peux pas te dégager de certaines choses qui te sont arrivées si tu n'arrives pas à pardonner. Mais d'entrée de jeu, il faut que je dise que le pardon, c'est quoi? Ce que ce n'est pas. Le pardon, ce que ce n'est pas, c'est d'oublier. Essayer. Et ça, il y a tellement de gens qui se bloquent. J'en ai vu, j'étais en fin de semaine, j'étais En à Europe? Sydney, en Europe ou en Belgique, je faisais des conférences et une dame qui dit, moi, je ne suis pas capable. C'est impossible. Elle ne m'en parle même pas. Je ne peux pas pardonner à ce qu'il m'a fait. Jamais j'oublierai. Ben, j'ai dit, c'est ça. C'est impossible d'oublier un événement. Les gens pensent que pardonner, c'est oublier. Et au contraire, tu ne t'oublieras jamais. Et dans ma chanson, par contre, que je dis, je te pardonne, mais j'oublie pas. J'ai juste plus de temps à perdre pour toi. C'est tout.
Et Justement, parce que les gens ils vont dire, ouais, mais il est gentil là, André, il dit de pardonner, mais par exemple, comment pardonner quelqu'un qui nous a battus, par ouais, exemple? ben, c'est ça. Donc, à ce moment, mais je vais vous raconter une histoire. Parce que, donc, ce que je dis, c'est que le pardon, c'est pas d'oublier. C'est d'arrêter de se faire du mal à cause d'une personne qui vous en a fait. C'est, autrement dit, arrête de te faire suer, pour ne pas dire l'autre mot, à cause d'une personne qui t'a fait du mal. Écoute, c'est tellement de donner de l'importance à quelqu'un, ça. Tu lui donnes tellement d'importance que, en plus de l'haïr, tu t'haïs toi-même. Mais c'est fou! Arrêtez ça. Je vais vous raconter une histoire. Une dame, une madame de 80 ans, qui vient me voir après une conférence, il y a plusieurs années. Et puis, elle s'appelait Claudine. Petite madame, toute petite, de ma grandeur. Et elle commence à me dire, elle dit, tu sais, André, je voulais te parler. Elle dit, moi, j'ai eu des problèmes avec mon père toute ma vie. Ah, j'ai eu des gros problèmes, elle ne m'a pas expliqué c'était quoi, mais ça n'avait pas d'importance. Elle me dit, moi, là, j'ai travaillé toute ma vie pour essayer d'oublier. J'ai suivi des thérapies par-dessus thérapies sur le pardon. J'oubliais, je pardonnais, mais j'avais juste hâte de me retrouver de l'autre côté quand j'allais mourir et d'accrocher mon père par le chignon du cou, mon père par le chignon du cou, et de lui dire, toi, mon écœurant, là, je vais pouvoir te dire ce que je voulais toujours voulu te dire face à face. Elle dit, j'avais tellement de haine. Elle dit, quand je suis venu à ta dernière conférence sur le pardon, j'ai acheté le livre L'Ultime Pardon, qui est mon livre fétiche, que je recommande à tous les gens qui vraiment pensent que c'est impossible. Donc, elle a lu, elle dit, je suis arrivé chez moi, j'ai lu L'Ultime Pardon d'un couvercle à l'autre. Et quand j'ai terminé, j'ai passé toute la nuit là-dessus. Donc, commencez pas ce soir. Donc, quand j'ai terminé, j'ai pardonné à mon père d'un revers de la main. J'ai compris que cet homme-là, s'il avait été dans ma vie, il m'avait obligé à me surpasser. S'il n'avait pas été là, je ne serais pas la petite madame qui était obligée de me surpasser toute ma vie. Et maintenant, j'ai compris que c'est grâce à lui, je dis aux gens, changez les à cause par des grâces. Elle me dit, c'est grâce à lui si maintenant j'ai 80 ans, j'ai les deux pieds sur terre et j'ai un tas de projets, j'ai le goût de vivre, j'ai le goût, parce qu'il m'a obligé à me surpasser. Et elle Alors, dit, justement, là, pour moi, c'est un super exemple que tu prends. ouais, Et je suis à l'aise avec ce truc-là, donc tout va bien. Enfin, je veux dire, on peut aller encore plus en détail. mm, Je sais que j'ai des personnes qui me suivent qui ont vécu, par exemple, un viol. mm, Et quand on aborde des sujets comme ça, violence sur enfant, viol, il y a beaucoup de… Comment tu oses dire ça, David? ouais, je sais bien. Alors, comment arriver justement à ne serait-ce qu'à prononcer grâce, Ouais. par exemple, Ah non, grâce à mon violeur? ça prend des années et des années souvent. Mais si vous n'arrivez pas à comprendre, moi je crois honnêtement qu'il n'y a pas de hasard dans la vie. Là. Je sais qu'il y en a qui vont sursauter. S'il y avait une fraction de seconde de hasard dans l'univers, ça serait le chaos total. Si une planète décidait de tourner dans un sens différent, une fraction de seconde, ça vient foutre le bordel dans tout l'univers. Mais on dit que dans nos vies, on est à l'image de l'univers. Et que tout, dans le fond, a une certaine raison d'être. Tout ce qui t'arrive inconsciemment, tu l'as peut-être choisi. Inconsciemment, ce n'est pas l'ego qui parle, c'est au niveau de vivre quelque chose. Si tu ne fais rien avec, tu vas rester victime, tu vas rester dans les deux pas derrière et tu vas réagir comme certaines qui vont dire « Comment peut-il dire ça? » C'est sûr, mais à ce moment-là, si vous pensez que c'est trop idyllique ou que c'est absolument… À ce moment-là, bien, si vous restez là, vous allez vous faire souffrir. Vous allez vous faire souffrir à cause d'une personne qui vous a totalement oublié et qui a parti, mais vous continuez à vous auto-flageller, à vous punir à cause d'une personne qui vous a fait tuer. Ce que tu veux dire, donc, c'est que non seulement j'ai souffert de la situation, Exactement. mais en plus de ça, je me remets une couche. Exactement. Mais ça, c'est normal. Quand tu as vécu des choses difficiles de même, c'est sûr que ça ne peut pas arriver du jour au lendemain. Mais je dirais aux gens qui nous écoutent, s'il y en a qui ont vécu des choses difficiles, regardez ce que cet événement-là vous a permis d'aller, de vous surpasser. Souvent, on devient plus fort. Moi, j'étais intimidé quand j'étais ici au Québec, au séminaire de Québec. J'étais intimidé, mais jour après jour. C'était l'horreur. Mais maintenant, je comprends que c'est grâce à cette personne-là que je suis devenu plus fort.
que j'ai réussi à me faire veux dire un système de défense. Que tu étais intimidé, c'est-à-dire qu'il y avait des agressions? Oui, bien, c'est-à-dire que j'étais tout petit, moi. Ben, j'étais encore tout petit, mais j'étais tout petit. Puis, sauf que tu es plus grand maintenant à l'intérieur. Oui, c'est ça. Et donc, il y avait une personne qui était tout le temps, qui me brassait dans les coins, qui m'intimidait beaucoup moralement, qui me disait que j'étais rien. C'était terrible. Mais c'est grâce à lui si je suis devenu fort. Peut-être c'est grâce à lui si je peux en parler maintenant de ça. Sur le coup, quelqu'un m'aurait dit « Ah, il faut que tu lui pardonnes », j'aurais fait un signe de la main, puis même un signe de doigt, là, hein. Mais maintenant, je comprends que si j'étais resté victime, alors là, j'aurais subi ça le restant de ma vie. Mais au contraire, la deuxième partie, au lieu de rester victime, c'est comment je peux faire pour me servir de cet événement-là pour avancer. Donc, ça veut dire, dans ma chanson « Je te pardonne, mais je n'oublie pas », j'ai une phrase qui dit « La vie est un parfait justicier ». La vie, si la personne a besoin, faites-vous-en pas, elle a besoin de payer, elle va payer à sa façon, parce qu'elle aussi, elle chemine de son côté. Et je crois que quelqu'un qui est violent avec les autres, quelqu'un qui vole, un jour, il y a des grosses chances que ça lui arrive aussi. Et puis à ce moment-là, de toute façon, une des choses qui est bien importante à savoir, c'est que vous avez deux choix. Si vous avez des pardons à faire, vous avez deux choix. Un, comme tu dis, de devenir victime et de dire « Mais comment il peut dire ça, mais ça n'a pas de sens? » Et là, tu es malheureuse tout le temps. Et d'en rajouter une couche, et une autre couche, et une autre couche. Ou bien, quand la haine, quand c'est passé, de faire comme cette petite Claudine-là qui me dit, elle dit « Moi, quand je vais mourir, là, je vais m'en aller de l'autre côté. Puis je vais le trouver, mon père. Puis je vais l'accrocher par le chignon du cou. Puis je vais lui dire « Ah, mon écœurant, je voulais juste te dire, merci de m'avoir obligé à me surpasser. Je sais que c'était un rôle. La vie, c'est une grande pièce de théâtre, puis tu as eu un rôle super ingrat. Je t'ai tellement haï. Mais maintenant, je comprends que si je n'avais pas vécu ça avec toi, et si je ne m'en étais pas sorti, je ne serais pas la personne que je suis devenue. Donc, c'est d'apprendre de ces choses-là. Comme les gens qui ont eu des relations difficiles, par exemple, qui ont vécu des divorces ou tout ça. Ou bien, tu t'autoflagelles et tu continues à en vouloir, haïr l'autre personne avec laquelle tu as divorcé, ou tu dis, qu'est-ce que ça m'a appris? Est-ce que dans la prochaine relation que je vais avoir, je peux agir autrement? Parce qu'il n'y a pas de courant d'air sans qu'il y ait au moins deux ouvertures. Ça, c'est à méditer. Il n'y a pas de courant d'air sans qu'il y ait au moins deux ouvertures. Quand on est dans la colère et dans la haine, puis les deux pas en arrière, on est à une ouverture. Quand on a l'humilité et le courage de dire, est-ce que d'une certaine façon, j'aurai une certaine responsabilité, pas culpabilité, responsabilité dans ce qui m'arrive. Mais comment faire pour que la prochaine fois, ça ne m'arrive pas, ou que ça soit moins dur? À ce moment-là, tu regardes les deux côtés, et bien, tu arrêtes d'en vouloir à l'autre, parce que c'était peut-être un acteur dans ta pièce de théâtre qui t'oblige à faire de quoi de ta vie. Alors du coup, quand tu parles de pardon, est-ce que c'est un pardon que je fais moi-même ou est-ce que je vais verbaliser mon pardon à l'autre? Ah, c'est une très bonne question. Écoutez, je me rappelle, il y a plusieurs années, je suivais des ateliers, et même j'en ai donné, puis je disais aux gens, écrivez une lettre à la personne qui vous a fait tuer, qui vous voulait pardonner, puis à la fin, vous écrivez « Je te pardonne », vous cachetez ça et vous envoyez ça à la personne. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais cela parce que la personne va le recevoir encore pire. Quand tu dis à quelqu'un « Je te pardonne », mais qui n'est pas dans le même état, au même niveau vibratoire que toi, il va dire... C'est comme si vous en remettiez une couche. Comme une agression. Donc, exactement. Donc, quand tu pardonnes, c'est jamais pour l'autre. C'est pour soi. C'est, durant mes conférences, je fais chanter ma chanson que je parle toujours, « Je te pardonne, mais j'oublie pas ». Et je dis aux gens, pensez à une personne qui vous a fait tuer et envoyez donc, chantez-le pour lui. Et c'est très drôle, on rit beaucoup, parce que quand tu ris, quand tu chantes, ça part du cœur, ça passe du cœur. Puis à la fin, je dis, ce que vous avez fait, vous avez envoyé à quelqu'un que vous haïssez une pensée. Je te pardonne, mais j'oublie pas. J'ai juste plus de temps à perdre pour toi. Je te pardonne, mais j'oublie pas. Je ne veux plus me faire souffrir pour toi. Et la personne l'a reçu. Mais imaginez-vous pas, le pardon, c'est jamais l'affaire de l'autre. C'est l'affaire de soi-même. Quand tu dédramatises la chose en disant « La vie est un parfait justicier, va s'occuper de lui s'il a besoin », vous déchargez vos épaules d'un paquet de choses que vous laissez par terre. Et puis, le pardon, c'est pour soi. Je pense que c'est vraiment pas nécessaire. Et même, parce que c'est très rare que vous allez avoir le pardon de l'autre si vous lui demandez ou vous dites,
Si vous des fois, ça peut peut-être arriver. Mais de toute façon, arrêtez de penser que c'est l'autre qui va changer. Le pardon, c'est envers soi-même. D'arrêter de s'enlever de ses épaules des choses qui sont absolument inutiles. J'ai un de mes amis belges, qui s'appelle Christian Dieudonné, avec lequel, qui m'accompagne beaucoup quand je fais mes tournées en Belgique depuis près de 10 ans. Et Christian, l'autre fois, me dit cette phrase-là, qui va bien vous expliquer. Il dit, on parlait de pardon, on s'en venait en automobile, on est parti de Grenoble jusqu'en Belgique, c'était la nuit, donc il fallait se tenir réveillé. Puis il me dit, le pardon, il dit, c'est qu'on n'accepte pas notre passé. Je dis, qu'est-ce que tu veux dire là? Christian, il dit, le passé, c'est comme une boule de merde en bouche, où tu la craches, où tu l'avales, mais il faut cesser de la chiquer. Quand tu chiques ta petite boule de merde, hein, tu passes ton temps à haïr, espèce d'écœurant. Je t'haïs, jamais je te pardonnerai, parce que tu es juste un écœurant. Puis ça dure des semaines, des mois, des fois des années, et tu manges ta petite boule de merde. Puis à un moment donné, tu pognes une mauvaise haleine. Hein? Bien, c'est sûr, hein? Et donc, ce qui passe, c'est que tu perds tes amis. Et puis les autres sont tannés, mais tu dis, mais pourquoi je perds mes amis? Bien, regarde ce que tu mâches. Puis à un moment donné, tu continues à mâcher ta petite boule de haine, puis à la longue, tu en avales des gros morceaux, ça fait des dépressions, des cancers, des maladies graves. À cause de qui? À cause de la personne qui vous a fait tuer. C'est fou! C'est vrai. C'est de donner tellement d'importance à l'autre. Donc, je dis aux gens, ça serait peut-être temps de cracher votre petite boule de merde à terre pour toujours. Puis après ça, bien, vous pourrez partir sur votre chemin. Cet exemple-là, bon, je le donne en conférence, mais c'est tellement vrai. Et l'autre fois, juste une petite anecdote pour rire, je ne sais pas où j'étais, et je dis aux gens, bien, pourquoi ne pas profiter de durant la pause, de cracher votre boule de merde. Puis moi, j'ai dans l'auto un super duper beau balai à boule de merde. Après la conférence, je vais tout effacer ça. Je vais tout enlever vos petites boules. Et j'entends derrière la salle un monsieur qui est... Il se préparait, lui, il en a craché une grosse boule de merde. Et je dis, hey, non, c'est des blagues que je fais là. C'est juste une pensée, juste le fait de penser que pourquoi je ne laisserais pas ça ici? Et après la chanson, si vous saviez le niveau vibratoire de la salle qui monte, c'est absolument incroyable de voir ça. Juste le fait de dire, ah ben dans le fond, il a peut-être raison. J'ai reçu encore un commentaire ce matin de quelqu'un qui était assigné, qui était en Belgique, et qui me dit, si tu savais, elle dit, j'ai arrêté de la chiquer, ma petite boule. Elle dit, je suis tellement content, je suis tellement bien ce matin. Bien, j'ai dit, bien bravo, mais reprends-le pas. Tu sais, fais attention. Ramasse-le pas par terre, nettoie-le et puis laisse-le partir. Donc, c'est dans ce sens-là que je vois. C'est très intéressant. Donc, pour résumer ce que tu dis, le pardon, il est pour moi. Ça. Ouais. Le pardon, en fait, c'est d'arriver à voir que finalement, même la pire chose qui m'est arrivée, c'est peut-être ce qui m'a aidé à devenir la personne que je suis ou qui va m'aider, parce que c'est dans le futur, ouais. ou qui va m'aider à devenir la personne que je vais être. Ouais. C'est ça. Donc, je vais pouvoir me dire comment je transforme ce qui m'arrive, en fait. C'est là la magie de ce que j'appelle le développement personnel, des gens qui recherchent, des gens comme toi, David, comme moi, j'ai recherché toute ma vie des choses de même. J'ai mis des outils dans ma boîte à outils. Ce que l'on fait, toi comme moi, en conférence, c'est qu'on donne des outils aux gens, ils mettent ça dans leur boîte à outils, puis ils disent, oh bon, c'est bien. Oh, c'est bien. Ils parlent bien. Oh, il y a de l'humour. C'est bon. Puis un jour, c'est pas quand ça va bien qu'on en a besoin de ces outils-là. C'est quand ça va mal. C'est quand ça va mal que tu as besoin des outils que tu as peut-être entendus 5 ans avant ou 2 ans. C'est la beauté de ce que l'on fait de conférence. C'est que tu donnes des gens des outils pour leur vie. Mais s'ils n'ont pas d'outils, puis si la boîte à outils est vide, quand ils vont avoir une maladie grave, quand ils vont avoir un gros pardon à faire, ils n'auront pas d'outils. Ils vont s'engloutir, puis ils vont tranquillement s'enliser, puis ils vont s'endormir dans leur haine, puis ils vont mourir. On en connaît des gens comme ça, il arrive un gros coup dur. Et ça finit leur vie. C'est fini. C'est terminé. Ils deviennent des victimes. Comme cette dame en conférence l'autre fois, qui après, il y avait une centaine de personnes, je crois, mais à la fin, elle me dit, oui, mais votre conception n'est pas un peu idyllique. Je dis, ouais, peut-être. Mais j'aime mieux croire à ça que le contraire. Et j'ai dit, vous demanderez cette question-là à Claudine, la petite madame de 80 ans dont je vous parlais tout à l'heure. Ouais. Pour elle, c'était pas idyllique. Ça a sauvé sa vie. Mais elle, cette personne-là, ne semblait pas n'avoir
compris ce sens-là. Donc, elle était dans sa tête, dans son mental. Elle prenait des notes, prenait des notes, prenait des notes. Mais peut-être, elle est partie, puis elle n'est pas venue me revoir. Hein. Pour elle, là, ce que je disais, c'était... C'était dur. Ah non, c'était dur. Ça fait pas de sens, c'était dur, mais peut-être que maintenant, une semaine plus tard ou un an plus Ça tard, fait son chemin. ça fait son chemin. Et on m'a dit un jour... Oui, des fois, les personnes les plus résistantes sont les personnes qui ont le plus... C'est exactement ça. On m'a dit un jour, puis je te le redis à ton tour aussi, au début, quand j'ai commencé à faire des conférences, n'essaie jamais de convaincre les gens. Ne fais que semer le doute. Ça m'était très... Parce qu'avant, Tu voulais absolument que les gens changent. j'aurais essayé de convaincre cette dame-là durant une demi-heure que j'avais raison. Et là, mon intervention, quand j'ai vu que la porte était fermée, ça a été quelques secondes. J'ai juste semé le doute. Ça l'a choqué. Ça l'a fait chier. Moi, je ne l'ai pas dit. Non, ça l'a fait tuer. J'ai juste semé le doute en sachant que quand tu sèmes le doute, les gens se questionnent. Si tu leur donnes tout cru dans la bouche, Ils rejettent encore plus que ça. ils vont rejeter encore plus. Ou ils vont dans le fond, c'est eux autres qui fassent leur propre idée. Hein. Quand on croit quand on croit avoir la vérité, les gens croient qu'on a la vérité, puis quand on le croit, nous autres aussi. Le plus gros problème avec les gens qui ont une belle conscience, une belle sagesse, qui sont en conférence, qui disent des choses, puis c'est intéressant, c'est qu'ils arrêtent d'écouter les autres. Et c'est quand tu arrêtes, on commence à vieillir on commence à vieillir quand on cesse d'apprendre, quand on cesse d'écouter. Donc le jour où on arrête d'écouter les autres, même si ça fait 50 ans que je suis dans la recherche, j'ai écrit 19 livres, je pense que j'ai une certaine mini-sagesse, mais si je me crois, je me prends au sérieux, en disant aux gens, je le sais c'est quoi moi le pardon, je le sais c'est ça, eh bien, tu n'écoutes plus les autres, tu l'as en vérité. Et ça, c'est quel piège aux gens qui sont sur scène ou qui écrivent des livres, puis qui sont entourés de gens qui leur dorent la pilule, comme on dit chez nous, en disant « t'es bon, oui, ce que tu dis, c'est vrai », tout ça. Ils n'ont plus rien à apprendre des autres. Mais moi, j'ai appris à écouter surtout, entre autres, les jeunes comme toi, par exemple, les plus jeunes générations qui arrivent avec un état d'être, une conscience que... Moi, ça m'a pris 50 ans à apprendre, puis eux autres, ils le savent. Ça fait suer, ça. C'est vrai, de travailler toute ta vie à chercher, puis eux autres, ils arrivent, je sais, c'est génial. Donc, eux autres, ils partent une marche plus haute. C'est le principe de l'évolution. C'est le principe d'évolution, mais ils partent une marche plus haute pour eux. C'est parce que nous autres, tu sais, ici au Québec, c'est enregistré ici au Québec, à Québec, et la religion était tellement forte, et notre génération était très pris dans la religion. Mais je peux vous raconter quelque chose. Sûrement que ça va te surprendre, et ça surprend beaucoup de monde. Quand j'ai été élevé ici dans un milieu très religieux, 7 ans au séminaire de Québec, où on voulait que je fasse un prêtre, et on m'avait donné comme croyance qu'il fallait souffrir pour plaire à Dieu. La souffrance faisait partie de notre quotidien. Plus tu souffrais, plus que tu pouvais avoir des dividendes. Bien, moi, pour me faire souffrir, et ça que ça reste entre nous, je mettais des punaises dans ma ceinture. À 15 ans, au lieu de courir les petites filles, je mettais des punaises dans ma ceinture pour me faire souffrir. C'est fou! Puis en me disant, « Hey, si je souffre, Dieu doit m'aimer. » Après ça, je l'ai mis dans mes souliers, dans le creux, juste dans l'arche du pied. Là. Pas assez pour que ça saigne, que ça fasse mal. J'avais juste la bonne grandeur. Quand je marchais dans les corridors, je sentais la douleur. Je disais, ça doit... Hey. Jusqu'au jour où... Ça n'a pas duré longtemps, là. Mais il reste cassé que c'est fou, là, 15 ans, faire ça, de croire en la souffrance. Jusqu'au jour où ma petite voix, je l'appelle mon vieux sage intérieur. Ma petite voix intérieure me dit, « André, quand tu vas avoir des enfants, est-ce que tu vas vouloir qu'ils souffrent pour toi? » Il dit non. Super question, ça. Alors, il dit, « Mais si Dieu est ton père, pourquoi il voudrait que tu souffres pour toi, espèce de con? » Tu as bien raison. C'est vrai, la souffrance n'est pas nécessaire. Puis quelle souffrance c'est pour vouloir pardonner. On dirait qu'il y en a qui en remettent. Je t'ai vu une dame encore en fin de semaine en Belgique. Écoute, ça fait 20 ans qu'elle se bat contre son mari. Elle n'a plus un sou, elle n'a plus de santé, elle ne voit plus clair. Elle est encore dans... Je ne veux pas dire qu'elle est dans la haine, mais la meilleure façon de tenir contact avec celui qu'on a le plus, mais c'est souvent ces batailles juridiques, ces batailles d'argent. Moi, je dis, coupez votre lien. Coupez le lien. Le pardon, c'est d'apprendre à passer à autre chose quand le temps arrive.
Parce que, Justement, par rapport à ça, et pour clôturer sur le pardon, parce que c'est un sujet qui est vaste, oh oui, on aurait pour des heures, mais on ne vous fera pas ça. et c'est ce que je te disais juste avant, j'aimerais bien avoir ta vision. On a vu qu'il y avait un premier frein qui est je ne veux pas pardonner parce que je n'ai pas envie d'oublier. Mm. Et un autre frein que j'observe autour de moi, les personnes que j'accompagne dans mes conférences, c'est oh, mais j'ai peur que si je pardonne, ça se reproduise. J'ai peur que si je pardonne la personne qui m'a agressé dans la rue, Elle revient. ou que je pardonne ma femme, mon mari, ça recommence en fait. Et je ne Excellent. peux pas pardonner ça parce que si je pardonne, ça veut dire bah continue. Ouais. OK. Ou par exemple, pardonner mon boss, mon chef. Si je pardonne mon chef, il va se dire mais attends, c'est simple, vas-y, je peux te remettre des baffes. Non, très bonne question. Merci beaucoup de la poser parce que si les gens se posent tellement ça, puis j'ai un très bel exemple à donner pour ça aussi. Ça revient à ce qu'on a dit tantôt, le pardon, c'est pour soi. C'est jamais pour l'autre. Pour se libérer soi-même d'un paquet de fardeaux, et ça ne regarde jamais l'autre personne. Tant mieux si ça le fait, mais non. Parce que quand vous pardonnez, c'est que vous vous libérez pour l'autre. Et l'autre ne sera probablement même pas au courant que c'est fait. J'ai un de mes amis belges, qui est décédé maintenant d'ailleurs, qui haïssait son père. Mais haït là, comme du poisson pourri. Bien, c'est sûr, quand il était jeune, son père était alcoolique. Et quand il était jeune, il le mettait sur un escalier, fermait la porte, et durant qu'il buvait, son enfant était là, sous l'escalier, et il pleurait, puis il était en petite boule. Écoute, ça a duré des années. Alors, quand il est arrivé plus tard, cet homme-là est parti, évidemment, de chez lui. Il haïssait son père, puis moi, je lui disais, écoute, il me disait, je l'haïs tellement. Quand il va mourir, là, je sais. Je sais que je vais aller sur sa tombe, je vais le retrouver, et je vais aller cracher allègrement sur sa tombe. Ça va être le seul moment où je vais le revoir. C'était de la haine. Mettons qu'il n'avait pas compris le principe de la petite boule de merde, là, à chiquer. Après avoir ce cheminement, puis après avoir lu, entre autres, l'ultime pardon que je lui avais donné, il a compris tout ce qu'on est en train de parler, là. Dans le fond, c'est un homme avec un grand cœur. Et puis il a compris que ce père-là, dans le fond, il avait permis de devenir ce qu'il était maintenant. Alors, ce qu'il m'a dit, il dit, André, j'ai dit, sais-tu ce que j'ai fait? Il dit, j'ai retrouvé mon père. Je suis allé le revoir. On a pris un coup, les deux aimaient bien picoler. On a picolé ensemble. Et puis, à la fin de la soirée, on s'est pris dans nos bras, puis je dis, je te pardonne. Et son père, tout heureux, dit, enfin, on va pouvoir se revoir, mon fils. Il dit, hé, non, tu n'as pas compris ce que je viens de te dire. Là. Non. Je te pardonne, je me libère de ce que tu m'as fait. Je t'en veux plus. Écoute, ça faisait partie de la vie, et c'est grâce à toi si maintenant je suis devenu la personne que je suis maintenant. Mais on ne se reverra plus. C'est terminé. Il a pris un câlin, il a fait un petit bisou, puis il est parti, puis il ne l'a jamais revu. Il s'est libéré lui-même. Son père ne savait même pas où il demeurait. Donc, dans ce cas-là, c'est un peu extrême, mais il a dit, mon père, quand il est mort, je l'ai su, je suis allé sur sa tombe, au lieu de cracher, je lui ai apporté une petite fleur. En disant, dans le fond, merci d'avoir été cet acteur-là dans ma vie. Tu m'as fait tuer, mais c'est grâce à toi si je suis devenu ce que je suis maintenant. Et ça a été terminé. Vois-tu? Est-ce que tu penses qu'il y aurait pu avoir une étape plus puissante dans le fait de recréer une relation avec le père? Non, je ne penserais pas. Ben, écoute, si vraiment il y a du repentir, ou c'est possible aussi. C'est possible aussi, mais le but du pardon, ce n'est pas de rétablir une connexion avec l'autre. Au contraire, c'est de prendre le lien. Quand tu as une haine, quand tu ne veux pas pardonner, comme si tu tissais un fil énergétique entre toi et l'autre personne. Alors, ce fil est toujours là. Alors, souvent, c'est de la haine dans les couples. On s'envoie des lettres d'avocat, on s'en va en cours, on se chicane, tout ça. On se chicane sur le dos des enfants. Le lien est toujours alimenté. Ce que fait cet homme-là en allant le voir, c'est juste de couper le lien. Il dit, moi, ce que je veux, là, regarde, je te pardonne, je ne veux même pas en savoir plus. Je coupe le lien, c'est terminé. Et à ce moment-là, de continuer ta vie, tout est possible, mais le but, ce n'est pas de refaire un contact. C'est-à-dire que ça peut être une conséquence, mais ce n'est pas la finalité. Bien, si les deux sont d'accord, mais dans le but de celui qui veut accorder un, entre guillemets, pardon, quand je vous dis encore une fois, pardon, d'arrêter de se faire du mal à cause de l'autre, le but, ce n'est jamais de rétablir un contact. Ouais, c'est justement de nettoyer, de couper un lien pour toujours peut-être.
Et pour que les deux continuent sur leur chemin, chacun de leur côté. Et parce que, tu sais, c'est un autre point important, ça. Quand je suis allé en Inde, j'ai accompagné les groupes 8 fois en Inde. Et les hindous m'ont appris ce principe merveilleux de la Trinité qui dit que tout doit passer par 3 points. Brahma, Vishnu et Shiva, qu'ils appellent. Brahma, c'est la création, Vishnu, c'est l'action, et Shiva, c'est la destruction. Tout doit toujours passer par les 3 points. Ça, je travaille beaucoup en atelier avec les gens. Mais quand tu es dans la destruction, quand tu ne connais pas le reste du principe, que je vais vous dire dans un instant, si vous êtes gentil, c'est que tu restes dans ta haine, ça ne va pas bien, tu es dans la haine, tu deviens victime, tu es dans le noir. Mais le principe dit ceci, c'est très important, toute destruction emmène automatiquement à une nouvelle création. Toute destruction emmène automatiquement à une nouvelle création à la seule condition de dire oui à la vie. Le oui, c'est justement cette espèce de pardon. Et le bel exemple que j'ai donné, c'est une personne que je connais il vivait avec un homme, écoute, c'était l'amour depuis 25 ans. Dans notre temps, c'était la conception, tu vivais tout le temps avec les mêmes personnes, le couple était pour la vie, et elle ne se doutait pas que... Elle croyait que c'était l'amour. Que cet homme-là, à un moment donné, après une vingtaine d'années, je crois, part avec une autre femme. Écoute, cette dame était en colère, mais vraiment. Je lui explique cette histoire de Brahma, Vishnu, Shiva, puis elle ne croyait pas en ces choses-là. On a toutes des histoires de Brashnoun, Vishnu, puis Shiva. Elle dit, moi, je ne crois pas à ça. Elle dit, mais j'ai quand même semé le doute. Elle est retournée, elle dit, tu penses que je pense que je vais reprendre un autre homme dans ma vie? Jamais, jamais. Ah non, 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 non. C'est tous des écœurants, c'est tous des tricheurs, c'est tous des... Excepté toi, mon frère. Et David Laroche aussi, probablement. Mais elle est partie donc vivre son divorce, ça a duré un an. Puis un bon matin. Elle me l'a dit, je suis très proche d'elle. Elle me dit, un bon matin, je me suis levé, je dis, si c'est vrai ce qu'André a dit. Elle a dit, Dieu, je te mets au défi. Je te mets au défi, je dis oui à la vie. Si j'ai pour rencontrer quelqu'un, envoyez-le moi. Sinon, je ferme la porte à vie. Mais croyez-moi ou non, le matin, elle entre au bureau. Elle rencontre un homme avec qui elle travaille depuis des années, plus jeune qu'elle. Et quand ils se sont rencontrés ce matin-là, après avoir dit vraiment un gros oui à la vie, écoutez, ça a fait bon, ça a été le coup de foudre, comme on appelle. Et c'était vraiment, il s'est créé un lien entre eux deux. Et pour faire une histoire courte, ils se sont fréquentés, ils se sont même mariés. Et ce qu'elle m'a raconté, elle dit, ce que je croyais avec mon premier mari être l'amour, c'est un petit grain de sable. Ce que je connais maintenant avec ce nouvel amoureux-là, c'est la plage tout entière. Jamais, jamais j'ai goûté un amour comme ça. Elle dit, la plus belle chose qui est arrivée dans ma vie, une chance que cette dame-là est partie avec mon mari, sinon je n'aurais pas connu celui avec qui je vis maintenant. Vois-tu, pour elle, là, c'était fini. Mais la vie te réserve toujours quelque chose de plus beau. Toute destruction amène une nouvelle création. Mais il faut que tu fasses le pas. Les gens qui sont dans la haine, qui sont dans le rejet, qui ne veulent pas bouger dans les 2 pas en arrière, ne verront jamais la nouvelle création qui se présente. Parce qu'ils vont dire, « Oh non, 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 moi je ne veux pas. » Faites confiance. C'est de vivre, ça a pris 1 an de vivre sa destruction. C'est parfait. Alors justement, c'est un truc important quand on parle de destruction. Ouais. Il y a souvent aussi une forme d'impatience à sortir de la destruction. Et je vais prendre un exemple d'un ami d'enfance qui a eu des parents qui l'ont tellement couvé que du coup, il a développé plein de mécanismes de... c'est les autres, quoi. C'est-à-dire que, et du coup, perte de pouvoir, victimisation. Et vu qu'on se connaît depuis longtemps, en plus, j'ai bien observé que le fait que je m'autorise de plus en plus à créer la vie qui m'inspire, à la fois, je lui ai fait un cadeau et en même temps, ça a été dur pour lui parce que quelque part, il voulait avoir la vie et il veut avoir la vie que j'ai. Il est toujours chez ses parents et puis après, il a fait une dépression. Il a été plusieurs mois à l'hôpital et là, il vient juste d'en sortir. Et je l'ai eu au téléphone récemment. C'est une des seules personnes avec qui, de mon enfance, j'ai gardé un lien de temps en temps comme ça. Et je vois qu'il y a cette impatience de « j'en ai marre, j'arrive pas à changer ». Et en fait, il y a ce truc de « je veux que la destruction soit courte ouais. ». Est-ce qu'il faut que la destruction soit courte? C'est quoi pour toi comment je fais avec cette impatience à changer?
Je vais vous donner un bel exemple sur l'impatience. C'est quoi l'impatience? On a un humoriste au Québec qui s'appelle André Sauvé, qui parle de c'est quoi le moment présent. Et ça va répondre à vos questions. Il dit, en avant de nous, on a un grand, grand réservoir, mais rempli de futur, mais plein, plein de notre futur. C'est rempli à rebord, c'est notre futur en nous. Puis en arrière de nous, il y a un autre réservoir de notre passé, mais rempli de tout ce qui s'est passé, qu'on ne peut pas changer. Puis on est, nous autres, entre les deux, une espèce de filtre, tout petit filtre, tout mince. Et dans ce filtre-là, il y a un petit trou. Et le petit trou, c'est le moment présent. Donc, si je dis par exemple patate, la patate que je viens de dire est déjà passée par le trou, est rendue dans le passé. Et là, on ne peut rien y faire. Si je dis banane, le bas est passé, la nane est en train de passer. C'est l'exemple que je donne. Vivre dans le petit trou, dans ce moment présent-là, c'est de laisser les choses arriver au moment où elles sont prêtes. L'impatience, c'est d'aller fouiller dans le futur et dire « Ah oui, non, il faut que ça passe. » L'impatience, c'est d'aller chercher trop rapidement. Ça va passer. Mais quand ce n'est pas le temps, on résiste, puis souvent, on va souffrir. Oui, surtout que là, ce qui se passe, c'est qu'il est tellement patient, entre guillemets, mais ça ne marchera jamais, d'être comme avant, plus heureux, que du coup, il est focalisé sur tout ce qui n'avance pas. Exactement. Et vu qu'il focalise sur tout ce qui n'avance pas, il n'y a rien qui avance. Regardez ce que l'on a, oui. Et ça tourne, ce schéma-là. Juste le fait de savoir ou de comprendre, s'il écoute l'émission, ça serait très, très bien, l'entrevue, que tout arrive au bon moment. On est toujours au bon moment, au bon endroit, en train de vivre la même chose. Juste le fait de dire oui à la vie. Ben, mettons que s'il aime beaucoup ce que tu fais, puis il dit, ben, j'admire ce qu'il fait, et de dire à la vie, OK, je suis prêt, je vais être à l'affût, mais je suis aussi prêt à payer le prix. Ça, souvent, pourquoi ça ne nous arrive pas? C'est qu'on n'est pas prêt à payer le prix de changement dans notre vie. C'est quoi le prix à payer? Le prix à payer, ça peut être positif. C'est pas... Le prix à payer, bon, peut-être qu'il va falloir qu'il déménage de ses parents, peut-être que même il va falloir qu'il coupe des liens, peut-être qu'il va s'enlever de cette sécurité-là qui s'est entouré. Il s'est entouré d'une certaine sécurité que, dans le fond, c'est confortable. Quand tu n'es pas bien, là, les gens s'occupent de toi. Puis David t'appelle. Puis tu dis, comment ça va? Ah, ça va bien. C'est un petit peu mini-victime, là. Mais quand tu deviens maître de ta vie, c'est un grand thème dans mes livres aussi, quand tu deviens maître de ta vie, bien là, tu es souvent tout seul. Donc, tu te retrouves dans cette espèce de solitude. Et en dehors de la sécurité que nous procure la maladie, que nous procure la victime, le victimite que j'appelle. Alors, bien, quand tu sais ça, tu te demandes, est-ce que je suis prêt à payer le prix? Mais ça, il faut être honnête. Il faut vraiment être honnête pour se demander ce prix-là. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de ce changement? Okay. Parce que toi, là, tu es ici, à Québec. Ce serait bien plus facile de rester à Paris avec ta blonde, de t'installer là, être bien, faire des petites conférences de temps en temps. Non, tu prends tes clics, tes claques, tu t'en viens à Québec, tu fais des entrevues. Hey, c'est de sortir des sentiers battus, ça, là. C'est pas tout le monde qui est prêt à faire ça. Parce que la sécurité, c'est ce qui nous tue le plus. La sécurité, c'est ce qui nous empêche c'est ce qui nous enlève notre passion de vivre. Ça nous empêche de vivre notre passion, de vivre passionnément. Et ça, ça emmène des changements dans sa vie. Et c'est toujours le prix. Est-ce que je suis prêt à payer le prix? Si la réponse est un oui clair, alors cet ami-là dont tu nous parles va voir ça arriver beaucoup plus rapidement qu'il pense. Mais si dans le fond, il se dit, oui, mais s'il n'est pas prêt, la vie, on dirait que c'est cher, on dirait qu'on a comme une espèce de, je sais pas, une âme ou quelque chose qui est au-dessus de nous qui se dit, ah, tu n'es pas prêt à payer le prix? OK, on va s'organiser pour que ça ne fonctionne pas. Tu me le diras quand tu seras prêt. Et le jour où vraiment du fond du cœur, tu dis, OK. Je suis prêt. Peu importe le prix. Peu importe le prix, je suis prêt. Alors là, tu t'en vas vers la nouvelle création. Et il y a des êtres qui sont peut-être comme nous, qui sont souvent toujours prêts. Comme on dit scout. J'étais scout quand c'est la devise, c'était toujours prêt. Tu es toujours prêt à une nouvelle création, même si ça dérange. Alors, moi, je pense que c'est vraiment ça. Demandez-vous, est-ce que vous êtes prêt à payer le prix, autant positif que négatif. Ça n'a aucun rapport. Est-ce que je suis prêt à vivre les conséquences de ce que... Exactement. Les conséquences du changement de vie que je veux faire. Agréable ou désagréable. C'est ça, agréable ou désagréable. Mais en sachant que
Ça emmène toujours vers quelque chose de plus beau. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Super. Alors du coup, tiens, c'est très intéressant là, ce truc. On est dans une société où il y a beaucoup de comparaisons, dans une société où il y a beaucoup de schémas qui sont descendants par les médias et par les films et par les magazines. Et donc du coup, on est dans une société, où, contrairement peut-être à l'Inde, où on compare beaucoup. C'est-à-dire on compare beaucoup le bien-être du voisin, on compare beaucoup la réussite du voisin, on compare beaucoup la progression du voisin. Et c'est une énorme source de mal-être parce que du coup, je peux avoir l'impression dans ma petite bulle que moi, ça va pas. Alors qu'en fait, l'autre, ça va pas, mais il ne me le dit pas. Oui, c'est ça. Exactement. Et je peux avoir l'impression qu'effectivement, pour David, tout ça va bien, c'est simple, il réussit. Et effectivement, ne pas réaliser le prix à payer de porter des bagages de 32 kilos de partout, de réinstaller le matériel, l'impact financier que ça a, de ne pas travailler pendant ça. Et je ne vois pas ce prix à payer chez les autres. Je vois seulement mon prix à payer. Exactement. Ouais. Et du coup, je peux avoir l'impression que les autres, c'est plus rapide. Je peux avoir l'impression que le millionnaire a l'air plus heureux que moi. Je peux avoir l'impression que ma voisine a l'air d'avoir un couple qui fonctionne mieux que moi. Que ma meilleure amie a ses enfants ont l'air mieux que les miens. Pas parce qu'ils sont mieux en soi, parce que la relation est mieux. Alors qu'en fait, je n'ai aucune idée de ce qui est en train de se passer. Et que ça se trouve, mon fils, qui a des mauvaises notes scolairement, va peut-être se réveiller 10 ans plus tard, être un super entrepreneur. On ne sait pas. Mais comment arriver justement à ne plus être en train de se dire « Tiens, mon voisin, il fait quoi C'est dur. C'est pas facile. Ben, ça revient, regarde ce que tu as et non pas ce que tu n'as pas. Regarde, les autres, comme tu dis si bien, on ne sait pas, on ne sait jamais ce que l'autre est en train de vivre. Et pour savoir ce prix, ce qu'on fait comme intervieweur ou conférencier, tout le prix des années de recherche, des fois des déceptions d'avoir de sortir d'une conférence, puis d'être déçu qu'une personne était là et tu n'as pas réussi à faire passer ton message, c'est pas facile. Mais moi, je pense qu'il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Accepter de moins en moins de se comparer. Regardez ce que vous avez. Regardez l'état de bien-être dans lequel. Moi, je sais que maintenant, j'ai acquis, ça fait longtemps que je le dis, mais je suis en train de me rendre compte immédiatement, là, ça fait à peu près 1 an, que tout est merveilleusement orchestré dans ma vie pour que tout se passe en harmonie. Tout est parfait. Tout est parfait. Tout est orchestré. Si ça ne va pas bien dans ta vie, c'est que tu te bats contre quelque chose. On dit, il y a Eckhart Tolle dans un de ses livres que vous connaissez peut-être, Le pouvoir du moment présent, qui dit « Toute souffrance vient du fait que l'on résiste à ce qui est. » Si tu résistes à ce qui est, si tu résistes à ton mal de tête, tu vas avoir encore plus mal à la tête. Si tu résistes à ton couple qui ne va pas bien, tu vas voir, ça va être encore pire. Alors comment arrêter de résister? Au moins en nous écoutant. Non, mais c'est l'expérience de la vie, ça. C'est l'expérience. Au début, c'est le fameux lâcher-prise, de comprendre encore une fois, tout est merveilleusement orchestré dans notre vie pour que tout se passe en harmonie. Donc, moi maintenant, c'est ça. Si on me dit, écoute, on ne se connaît pas, tu m'as appelé pour faire une entrevue, je ne savais pas trop, j'y vais. Ça me dit, vas-y. Pourquoi? Je ne sais pas. La vie est magique et t'emmène toujours au bon moment. Si en dedans de toi, là, ça fait « Ah, ça ne me tente pas », j'aurais dit non. Mais... Oh, tiens, c'est intéressant ce que tu dis. Comment savoir entre le « ça ne me tente pas » et c'est de l'intuition? Et comment savoir si ce « c'est pas de la peur? Oui, c'est ça, c'est Par exemple, tu as une opportunité de parler à une conférence et d'un coup, il y a une forme de mal-être qui s'installe. Peut-être que tu dois le vivre, ce mal-être, ou peut-être que tu ne dois pas le vivre. Comment arriver à faire la différence entre peur et intuition? Je le sais. Il faut le faire. Il faut le faire. Parce que, vous savez, souvent, l'intuition, la première chose qu'on a qui nous arrive, c'est l'intuition. Plus on est branché vers soi-même, plus l'intuition arrive. Et après ça, le mental vient te dire « Hey, fais pas ça ». Comment faire pour distinguer les deux voies? Les deux. Ah ben, c'est en l'essayant. C'est en étant conscience, puis en quand même suivre tes intuitions. Et si à un moment donné, tu t'aperçois que c'était ta peur qui t'a mené, tu te dis « Ah, ouais, je comprends. »
c'était pas une intuition, c'est parce que j'ai eu peur. C'est vraiment en expérimentant. C'est échec, succès, échec, succès. Et ça, c'est ce qui fait que dans la vie, tu avances toujours. Tu sais, c'est pas... Moi, j'ai entendu une fois quelqu'un qui me disait, qui donnait des cours pour la foi, pour avoir la foi. La foi en quoi? Hey! La foi en la vie, Oui, il donnait des cours pour avoir la foi en la vie puis en soi. Hey, la foi, il y a une grosse différence entre les croyances puis la foi. Les croyances, tu crois que quelque chose est, tout ça a du bon sens. La foi, c'est d'en être sûr. Mais comment passer de la croyance à la foi? C'est en expérimentant, en t'enfargeant, en faisant des erreurs. Ben, l'erreur n'existe pas, il y a juste des gens qui cessent d'avancer. Bon, tu te sers de ton erreur. C'est vraiment d'un point à l'autre, c'est en expérimentant. Puis à un moment donné, quand tu as vraiment compris, comme je te dis, depuis un an, maintenant, je vis à 90 dans l'assurance que tout ce qui m'arrive est parfait au bon moment. OK? Et vraiment à tous les niveaux, financiers, au niveau spirituel, au niveau relationnel, qu'il n'y a rien qui est laissé au hasard. Et puis, je le fais à 90 mais le 10 qui reste là, qui n'est pas facile. Ça, c'est le doute. Ouais, mais, tu sais, quand ça va bien, c'est facile, je vous dis ça. Mais quand ça va pas bien, tu es dans ton doute, mais plus vous allez vous apercevoir que plus que vous êtes à l'écoute de soi-même en disant « Ah, là, je me suis bourré. Ah, là, j'ai bien fait. Ah, là, c'était vraiment une intuition, parce que j'ai bien fait. Je suis content d'y avoir été voir David. C'était vraiment, c'est parfait. » C'est une forme de raffinement que tu affines. Tu le sens après, tu le sens. Et c'est très subtil entre l'intuition et le mental. Le mental est très... Le mental, lui, il veut tout gérer, il veut savoir à quelle heure ça va avoir lieu, qu'est-ce que ça va donner, comment ça va durer de temps. Et si ça va pas, il veut tout, qu'est-ce que ça va rapporter, bien c'est ça. Et puis, il veut tout gérer. L'intuition, il fait comme... C'est très intéressant. Comment tu prends une décision? Ou comment prendre une décision? Maintenant, c'est est-ce que ça fait wow en dedans? Une décision, par exemple, sur... Imaginons, tu as le choix, là maintenant, je te donne, et c'est peut-être vrai d'ailleurs, entre tiens, tu peux intervenir en France, à Paris, ou, je sais pas, dans une autre ville. Tout simplement, tu t'arrêtes. Moi, je ne vais pas parler de méditation, parce que pour moi, je l'ai fait en masse. Tu t'arrêtes, prendre quelques respirations, et tu t'imagines sur la scène à Paris. OK. Comment tu te sens? Et tu t'imagines sur une scène à, je sais pas moi, à Lyon, ou bien non, à une petite ville à côté, avec moins de gens. En dedans, ça va faire, pour pas y penser, là, à l'instant où tu te mets en scène, que tu arrives là, ça va faire wow en dedans. Ou ça va faire, je suis pas prêt. OK? Moi, j'en parlais tout à l'heure, on s'en parlait avant l'entrevue. Quand je vais à Paris, les fois que je suis allé à Paris, il y a tellement de monde qui est là. Ça n'a jamais été... Il y avait beaucoup de mental. Et en dedans, tu vas me dire, tu vas faire une conférence à Paris demain, en dedans, ça... je vais y aller pareil. Mental. Mais vas-y, voyons, ça va être payant. Mais en dedans, pas sûr. Mais va à Chambéry, ou bien donc à Lyon, ou à Châteaurouge, d'où j'arrive. Ah oui, yes, il y avait moins de monde, et que c'était des belles conférences. Hein, tu connais, des fois, là, les gens, tu envoies une balle, puis elle te revient. Tu envoies une blague, elle te revient. Oui, j'ai observé ça, par exemple, pour moi, entre des conférences où j'ai communiqué très très peu, des fois, mais c'était des gens qui qui me suivent, ils regardent mes vidéos, ils ont déjà avancé, et des conférences où on a mis beaucoup de publicité et qu'on a des fois attiré des gens qui très sceptiques. Effectivement, des fois 3 fois moins de personnes, mais une énergie qui est complètement... Donc, tu le sens. À la longue, à force d'être à l'écoute de soi, tu le sens. C'est pour ça qu'à un moment donné, tu le sens si c'est un wow ou si c'est un burk. Et quand c'est burk, ben, tu peux peut-être te gourer, là. Mais plus ça va, plus je me sens, plus je me fie à cette espèce de « Ah ouais, ça me tente d'aller là. » OK? Plus ça va, ça... Alors, tu vois, justement, dans le même genre que ça, dans la même idée de cette question-là, j'en aurai une autre. On est dans un monde où on est beaucoup dans le plus, je veux plus, et dans le développement personnel, on t'invite à évoluer, à progresser. C'est pas simple forcément de faire la différence entre je suis dans une quête de toujours plus et l'évolution qui est effectivement je grandis. Et prenons par exemple un entrepreneur
il y a plein de façons de créer son entreprise. Je peux me dire, tiens, je me mets en entrepreneur, mais je vais rester seul et auteur et conférencier et je ne prends pas de salariés et je ne crée pas une énorme structure. Okay. On peut le prendre, on peut prendre pour comparaison Tony Robbins et Eckhart Tolle par exemple. Okay. Tony Robbins, c'est un entrepreneur presque le schéma de l'entrepreneur. Plusieurs salariés, une équipe de vendeurs, du marketing, etc. Comment savoir entre oui, c'est ça que je veux parce que c'est mon mental qui dit c'est bien, ça paraît bien, c'est gros, c'est énorme. Et en fait, un an, c'est pas ça. Plus petit, ça me va. Et comment savoir si le plus petit, c'est pas juste des peurs liées à la sécurité? Faut que tu aies fait les deux. Faut que tu aies fait les deux. Moi, donc, tu as fait des petites salles, tu as fait des grosses salles. Mais c'est toujours, moi, dans mon cas, je vais parler dans mon cas, j'ai tout le temps eu pour motus vivendi de devenir maître de ma vie, de faire les choses que j'aime. Je me suis tellement fait tuer durant des années que maintenant, il faut que j'aie du plaisir. Et si je vais sur scène, je veux savoir, oui, c'est mon gagne-pain, ça rapporte aussi. Est-ce que je vais avoir du plaisir? Et maintenant, c'est la priorité. Est-ce que j'aimerais avoir une grosse organisation? Je l'ai faite. À un moment donné, j'ai eu des organisateurs qui étaient en arrière de moi, qui m'organisaient des choses, mais j'avais pu, je contrôlais plus rien. Pas dans le sens de contrôler. Pour moi, je pouvais aller quelque part, mais ça faisait plaisir à l'organisateur, mais je m'emmerdais, là. Puis d'autres endroits que peut-être qu'on ne m'aurait pas envoyé là, mais j'aurais tellement aimé. Donc pour moi, maintenant, je sais. Je sais que ce n'est pas nécessairement des très gros. S'il y a une grosse organisation derrière et que tu sais simplement un pion qui va aller faire, qui va aller réciter quelque chose, qui va aller parler de croissance personnelle devant des gens qui vont te payer beaucoup, mais qui n'en ont rien à foutre de ce que tu as à dire, et c'est déjà arrivé. Écoute, moi, j'aime bien mieux avoir un petit peu moins cher, puis de choisir mes endroits, puis d'aller vers des gens avec qui je vais m'amuser. On va rire, puis on va chanter. Encore une fois, c'est quoi pour toi dans la vie? C'est de se demander, est-ce que mon but, c'est vraiment d'avoir cette grosse organisation de Robbins, par exemple, et qui roule bien? Es-tu vraiment heureux? Est-ce que ça te parle? Est-ce que c'est pour toi? Oui, est-ce que ça te plaît? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire dans ta vie? C'est toujours, ou bien de se dire, si j'étais millionnaire. Ça, c'est un vrai sujet aussi. Si j'étais millionnaire, qu'est-ce que je ferais pour m'amuser? Qu'est-ce que je ferais? Mettons que tu n'as plus le besoin d'argent. Et ça, j'aimerais bien ça, moi, de pouvoir aller faire des conférences, même à 5 personnes ou à 25 ou à 100 ou dans des endroits n'importe où, sans avoir le côté monétaire. J'aimerais ça. Mais à ce moment-là, c'est te demander, si j'avais cette liberté-là, qu'est-ce que je ferais? Et quand tu le sais, va-t'en dans cette direction-là. Intelligemment, là, aussi. Mais c'est quelle est la priorité? Faire beaucoup d'argent, avoir une grosse organisation, avoir des livres, le numéro 2, le tome 1, le tome 2, le tome 3, puis les leçons du tome 1, les leçons du tome 3, c'est d'exploiter tout ton potentiel au maximum, mais dans le fond, de tout le temps dire la même chose, puis de ne pas avancer. Qu'est-ce qui te fait avancer? Moi, dans mon cas, ça a été, quand j'ai commencé à faire des chansons, écoute, ça a été une révélation. Moi, je faisais des conférences depuis 15 ans à ce moment-là. C'était bien, mais à longue, c'est toujours la même chose, de la même façon. Et quand je suis arrivé, j'ai commencé à composer des chansons, puis à vivre le moment d'aller en studio, puis d'enregistrer ça de façon très professionnelle, avec des musiciens professionnels, et d'emmener ça dans mes conférences. Et là, j'ai revécu. C'est une renaissance. De rajouter de l'humour dans ces conférences, comme tu le fais. Écoute, c'est une renaissance. Moi, c'est vrai que je pourrais pas... C'est en plein ça. On te demanderait comme moi, André, je veux que tu fasses une conférence, mais pas de chanson, et que tu sois sérieux. Ben, mais si j'étais dans une grosse organisation, où j'ai des organisateurs, puis tout ça, qui me disent, tu vas là, il va y avoir tant de personnes, tu vas faire une conférence, tu n'as pas de chanson, tu vas être sérieux, puis tu vas te mettre ta belle cravate, bien là, j'aurais pas le choix. Mais c'est pas ça que j'ai le goût de ma vie, moi. Moi, je sais qu'on est des êtres de plaisir. Ouais. Tous les humains sont des êtres de plaisir. Tout ce que l'on fait est là pour avoir du plaisir. Et on s'est rendu coupable d'avoir... Mais là, on dirait, oui, mais si on est des êtres de plaisir, mais pourquoi que souvent on souffre? Bien, c'est souvent on nous a fait croire qu'il fallait
payer pour nos moments de plaisir. Que c'est un moment de plaisir, tu vas payer. Tu sais, il fait beau aujourd'hui, là. Attendez, demain, on va payer pour ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent ça. Mais pour moi maintenant, à l'âge que j'ai, le plaisir est le besoin essentiel. La priorité. Et priorité, et je ne veux pas aucun compromis là-dessus. Ah, il y a des fois, tu n'as pas toujours le public qui va te retourner la balle, mais quand tu as un public qui te retourne la balle et que tu ris puis ça revient, quel plaisir que c'est. Et ça, pour moi, c'est essentiel. Ça a plus de valeur, en fait. Ça a plus de valeur et j'ai plus de plaisir. Peut-être moins d'argent, mais plus de plaisir à faire. Moi, je suis en pré-retraite éternelle. Tant que je vais avoir la santé, moi, je suis en pré-retraite. Écoute, je me promène comme toi à travers le monde, la francophonie, à faire le fou, à chanter, à faire des conférences sur la paix, l'amour, le bonheur. Je m'amuse. Je dis aux gens, c'est pas le bonhomme de 63 ans qui est devant vous, c'est le petit gars qui est l'adolescent, qui est dans un corps plus âgé, mais qui a le goût de jouer puis qui a le goût de s'amuser. Et c'est vraiment vrai. Si vous ne me permettez pas de m'amuser, moi, ça ne durera pas longtemps en conférence. Mais si je m'amuse, vous allez vous amuser aussi. Et on peut faire des choses sérieuses sans se prendre au sérieux, là. C'est clair. Ça m'a pris longtemps avant de comprendre ça. Et puis, Très inspirant, en tout cas. c'est ce que je te souhaite de continuer dans cet élan-là. Et puis, parce qu'on transmet ce que l'on est, hein. On transmet ce que l'on est, c'est pas ce qu'on dit. Exactement. Fait que si tu racontes, et ça, l'authenticité est la chose, dans le domaine que l'on est, l'authenticité est la chose la plus recherchée. Si tu parles du pardon, puis qu'après la conférence, tu commences à chialer, à insulter, à chialer après tout le monde, puis lui, il était comme ça, écoute, ton message ne passera pas. Dans 5 ans, tu vas être fini. Mais si ce que tu dis, Tu l'incarnes. tu l'incarnes, même pas tu l'as réglé, c'est même pas nécessaire de l'avoir réglé. Au moins, si tu... avances dessus, en fait. On dit que tu enseignes ce que tu as besoin d'apprendre. Et ça, c'est très important. Ce que l'on a besoin d'intégrer, et ça, écoute, je peux même vous raconter, je ne sais pas si on a encore du temps. Je suis allé entre autres, quand je suis allé en Inde, je suis allé dans un monastère tibétain. On passait là, et dans un monastère tibétain, il y avait un grand maître qui était là. Un être extraordinaire, qui était un petit peu dans la hiérarchie, il y a le Dalai Lama, puis lui, il est un petit peu en dessous. Donc, je suis quelqu'un d'important, mais une sagesse, un humour, une belle personne. Donc, j'arrive là, mais ce qui me faisait suer, c'est que tous les titres qu'on lui donnait, sa sainteté, j'en revenais pas. Moi, je n'ai pas de titre. Je ne suis pas psychologue, je suis rien. Donc, ça me faisait suer un petit peu. Donc, un jour, après deux ou trois visites, je lui emmène mes livres. J'avais une quinzaine de livres pour lui dire, ben écoute, j'ai pas de titre, mais moi aussi, je suis quelqu'un, blablabla, l'ego. Donc, j'arrive là, je demande d'avoir une entrevue avec le maître et je lui emmène mes livres, qui sont tout en français. Alors, je lui dis, ben écoute, je suis écrivain-auteur, j'emmène des gens ici vous visiter. Ben, ça me fait plaisir de vous offrir mes livres, parce que je suis un auteur, tout ça, tu sais. Alors, il regarde ça. Mais écoute, il parle tibétain, un petit peu d'anglais. Mes livres sont en français. Il n'y en a rien à foutre. Mais il y avait des images, il regarde les dessins, puis poliment, il était intéressé. Puis à un moment donné, il me regarde avec son petit sourire, puis il me dit en anglais cette maxime qui dit à peu près ceci. Il dit, on a une maxime tibétaine qui dit à peu près ceci. Lorsque tu sais quelque chose, tu te contentes de l'être. Quand tu commences à le savoir, tu t'informes, mais quand tu ne le sais pas, tu l'enseignes ou tu l'écris. Quand tu ne le sais pas, tu le dis aux autres. Donc, tout ce que l'on dit aux autres, c'est des choses qu'on a besoin d'imprégner de ce que je vous... Et le jour où j'aurai tout intégré, tout ce que je vous ai dit, j'aurai plus rien, j'aurai plus de conférences à faire, j'aurai plus rien écrit, je vais l'être. Donc, avant d'être totalement ce qu'on voudrait, il faut le dire, il faut l'enseigner, il faut l'incarner. C'est toute une vie, c'est toute une vie. Donc, on a besoin. Et quand on réagit comme ça, les gens nous croient. Je parlais d'authenticité. Tu es authentique parce qu'ils voient bien que... Tu n'as pas fini, tu Non. es sur le chemin. Non, tu continues ton chemin, puis ce que tu dis, tu n'es pas parfait non plus. Je le dis, je ne suis pas parfait, je ne suis pas toujours souriant comme ça. Il y a un prêt à payer dans ce qu'on fait. Mais tu enseignes ce que tu as besoin d'apprendre, et donc ça te garde dans l'humilité. Qu'on est toujours égal avec les gens, qu'on est des maîtres. J'ai écrit un livre qui s'intitule « Quand le maître est prêt, le maître apparaît ». Pas l'élève. Quand le maître est prêt, le maître apparaît.
Quand tu es prêt à devenir maître de ta vie, tu vas rencontrer quelqu'un aussi qui est maître de la sienne. Et ensemble, vous allez vous aider à grandir, mais il n'y aura jamais le maître et le disciple. Et ça, c'est ce que je déteste. Parce qu'on a toujours les relations maître-disciple. De lui, là, de lui en bas qui ne sait rien. Donc lui, il fait comme, ah, agis, 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 fais quelque chose. Oui, mais maître, si j'ai un problème, puis tu viendras me voir, je vais te dire quoi faire. Ah, OK. Donc, tu as toujours cette relation-là. Moi, je voudrais que tout le monde soit d'égal à égal. Et dans mes conférences, dans mes livres, je traite tout le monde d'égal à égal. Je vous apprends, mais vous m'apprenez aussi. Donc, retournez-moi la balle que je vous lance. Ça, c'est une autre chose. Si je fais une blague, riez-là. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas dire, peut-être que ce serait une vision qui te correspondrait mieux, qu'il y a maître et élève, mais pas dans le sens de l'être, mais dans le sens que la personne qui est maître, elle peut être le maître de l'élève, et l'élève d'un coup passe le maître, et en fait, c'est un jeu. Exactement. Ben oui, ben à ce moment-là, tu es comme entre les deux. C'est que les deux ont de l'écoute. C'est que le maître qui se considère comme un maître, il arrête d'écouter. Parce qu'il a la vérité. Il n'en a rien à foutre d'écouter les autres. Et le disciple, lui, il ne va jamais penser par lui-même, il va écouter ce que l'autre lui dit. Donc, il y en a un qui n'écoute pas, qui fait juste parler, qui n'écoute pas, puis l'autre qui fait juste écouter, qui ne parle pas. Ils ne sont pas plus avancés. Mais ce qui s'en vient maintenant, c'est toujours, ouais, tu peux dépasser, tu peux. Mais si ce n'est pas se dépasser, c'est juste de toujours apprendre à écouter les autres, puis de ne plus avoir ces relations-là qui sont hiérarchiques. Hey, je suis meilleur que toi parce que je donne des conférences. Moi, ça fait longtemps que je fais des conférences. Toi, t'es rien, là, si tu commences. Hey, moi, ça fait 20 ans. Mais non, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Il ne faut jamais se croire supérieur aux autres parce que c'est là que c'est le plus grand piège. Le plus grand piège, ça, j'ai lu ça dans la Bhagavad Gita, dans le livre saint hindou. Et il disait que les trois... Il y a pour en arriver à l'illumination, tu as 3 choses à dépasser. Le premier, 3 gunas qu'on appelle. Le premier, c'est l'ignorance. Bon, ça, c'est compréhensible. Tu apprends, donc tu dépasses l'ignorance. Le deuxième, c'est la passion. Pas la passion de vivre, mais cette passion-là qui fait que des fois, on fait des choses sous l'effet de la passion qu'on n'aurait pas fait normalement. Et le troisième, c'était la vertu. Dépasser la vertu. C'est-à-dire dépasser, parce qu'il y a des gens qui s'attachent à leur vertu. Ah, écoute, ils sont vertueux, ils ont écrit des livres, puis ils savent tout. Mais si tu t'attaches à ta vertu, tu viens te gourer, mais totalement, même si tu as une grande sagesse. Parce qu'encore une fois, tu arrêtes d'écouter les autres. Et quand tu arrêtes d'écouter les autres, tu arrêtes d'avancer. Et c'est là que l'élève va dépasser le maître. Quand il va justement, parce que écouter, toujours apprendre, désir d'apprendre. C'est ce que je dis aux gens. Bon, n'arrêtez jamais d'apprendre. Et puis à ce moment-là, ben, tu vas rester jeune. C'est une belle fin, je crois. Je crois que oui. Ne jamais arrêter d'évoluer et toujours être en train d'apprendre. Toujours écouter. Mais tu sais, en tout cas, c'est un vrai plaisir pour moi de t'écouter. Ben, je vois ça, puis moi, c'était un grand plaisir de parler aussi, puis je sais que ça va se diffuser. Je te remercie beaucoup. En tout cas. Ben, merci beaucoup, David. Comment on peut te suivre? Comment on peut te suivre sur Internet? Tout simplement, vous avez très simplement mon site Internet, www.andréhervé.info, où vous tapez André Hervé, vous googlez André Hervé, et à ce moment-là, on peut même me suivre sur Facebook. J'ai mon agenda. Régulièrement, j'ai mon agenda qui est mis à jour. Alors, quand je fais mes tournées, bien, vous savez. Venez me voir, on va s'amuser. Écoutez mes chansons, j'en ai quelques-uns sur mon CD. C'est tout en vente partout en Europe, que ce soit au Québec. Sont disponibles en librairie aussi. Bien, venez-vous-en, on va s'amuser ensemble. C'est ça. Amusons-nous ensemble et puis, ben, c'est la plus belle façon. Et après ça, partager. Donc, tu prends quelque chose, tu le partages à d'autres. C'est la plus belle publicité, c'est peut-être une entrevue comme ça où les gens vont dire « Ah, pas bête ce qu'il dit, le Canadien. » Puis après ça, ben, ils vont pouvoir le dire à d'autres, le dire à d'autres. Bien, c'est ce que je recherche. Pas besoin d'énormément de pubs, mais bien, merci beaucoup. Venez me voir sur mon site, puis allez voir David, et puis allez vous apercevoir. C'est la même énergie sur scène, mais peut-être avec une trentaine, quarantaine d'années entre les deux. Mais c'est tout ce qui nous sépare. En dedans, il y a des petits garçons qui vont s'amuser sur scène, qui rient, qui s'amusent, puis qui ont le goût d'avancer. Moi, c'est ce que je veux de ma vie, puis ça sera ad vitam aeternam. Parfait. Allez! C'était cool, merci beaucoup. Merci beaucoup.